On repart. Encore un élément business. Et puis alors, Isabelle, visiblement, alors c'est une histoire, moi, que j'ai racontée. Donc, pour le coup, ça m'intéresse beaucoup. L'histoire de la start-up britannique Med.com. Révolution sur la façon dont on allait... designer, concevoir, fabriquer et vendre des meubles. Globalement, c'est ça. Ça a été l'une des méga stories en Grande-Bretagne, donc c'est une boîte britannique de la Startup Nation. Et donc là, elle s'est effondrée, ça y est, elle est en faillite, c'est fini. Il y a d'ailleurs des collectifs de clients qui aimeraient bien au moins récupérer soit leur pognon, soit leurs meubles. Et ce qui est intéressant, mais je parle sous ton contrôle, Isabelle, c'est que c'est peut-être la fin d'un modèle. C'est-à-dire que Med.com, en fait, agrégeait des designers d'un côté, des fabricants de l'autre, et au moment où les chaînes logistiques sont totalement fracturées, ce modèle-là ne marche plus parce que tu n'es plus jamais prioritaire, notamment dans la livraison des industriels. Comment est-ce que tu regardes le truc ? Exactement. Je pense que c'est un modèle de l'avant-Covid et de l'avant-crise énergétique. Et je le dis d'autant plus que en fait, j'avais racheté à la barre du tribunal MyFab, qui a été la première société de Ning Li, qui a fondé Med.com. Ça alors ? Et donc MyFab était, et c'est exactement ce qu'a recréé brillamment Ning Li après avoir quitté MyFab parce qu'il avait eu des disputes avec les autres associés, ce qui arrive dans beaucoup de sociétés. Le modèle était le suivant, c'est des objets de décoration, souvent pondéreux, mais très modernes, qui étaient souvent des copies, qui en fait étaient sourcés en Chine. En Chine, avec un réseau de distribution extrêmement complexe, des problèmes de qualité extrêmement complexes, et puis après, vous preniez le bateau avec des containers, etc. Avec un front office, c'est-à-dire un site absolument magnifique, sur lequel était mis en scène l'attente. Et le fait que c'était fait en Chine, ce que maintenant, vous avez du mal à imaginer. C'était il y a 10 ans. Ouais. Cette société MyFab est passée de 0... Maintenant, il y a prescription, je peux le dire, à 12-15 millions d'euros en 1 an et demi. Ils ont rassemblé un tour de table absolument incroyable et ont levé un monceau d'argent. Ils n'ont jamais réussi à mettre la logistique en place. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes de back-office, des problèmes de qualité, des problèmes de droit, parce qu'il y avait beaucoup de copies en Chine, etc., etc. La société est allée au tribunal, je rachète les droits, je rachète les parts et je revends, en fait, je rationalise la société, notamment en Chine. Tu vires la moitié des gars. Voilà, et je revends l'actif qui reste à une autre société américaine, à une société américaine qui s'appelait Fab.com, qui voulait se positionner sur le marché. Ce qu'a brillamment fait Ning Li, au tout début, lorsqu'il a lancé Med.com, c'est qu'il connaissait parfaitement les sources en Chine, il connaissait bien la logistique et il l'a mis en place de manière plutôt pertinente en rajoutant effectivement des designers. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus prêts à attendre 4 mois. Quand vous dites vous faites un produit en Chine, enfin, c'est complètement incongru. Vous avez du prix du pétrole qui est un élément déterminant dans votre modèle économique, puisque le pouf en soi ne coûte pas très cher. Donc c'est plutôt le container et le pétrole. Et donc très rapidement, et là c'est un sujet de transformation d'entreprise, si vous ne transformez pas votre entreprise sur le nouveau modèle, vous n'y arrivez pas. Ouais, c'est ça. Et là, ce qui s'est passé à mon avis, c'est que pendant la période Covid, tout le monde a acheté des meubles, tout le monde. Donc ils ont eu énormément de clients. Et la problématique a été la logistique. Et la crise de l'énergie, et ça vient très très vite. Quand tout d'un coup, vous ne pouvez plus payer vos fournisseurs, que vous ne pouvez plus payer les logisticiens, vous ne livrez plus vos clients. La patronne d'IKEA en France était venue nous dire, on venait de se lancer, nous, juste après le premier confinement. Donc IKEA, qui était le roi du stock réduit au maximum, c'est fini. C'est plus le juste à temps, c'est le au cas où. Et au contraire, il faut qu'on ait des stocks stratégiques au cas où on a une défaillance ici ou là, en fonction des besoins des clients. Et puis, il y a tout le sujet de la relocalisation, merci beaucoup Stéphane, de la production. Ouais. Et aujourd'hui, ils n'ont pas basculé, enfin, je ne connais pas toute l'histoire sur les derniers mois, mais ils n'ont pas réussi, à mon avis, à basculer sur une production qui soit une production locale. Oui, et surtout, ce qu'il raconte, je te donne la parole, Nicolas, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu es client occasionnel d'un certain nombre d'industriels,
t'es plus du tout prioritaire quand il y a des moments de pénurie et quand l'industriel doit faire des choix. Est-ce que je livre A ou je livre B? Je vais d'abord livrer celui qui est avec moi depuis 10 ans et dont je sais qu'il sera peut-être avec moi dans 10 ans. Ouais, Nicolas. C'est des modèles de la mondialisation. Ouais. Quand tout fonctionne bien, etc. Alors, quand on fait des business plans, on fait une SWOT. Force, faiblesse, opportunité, risque. Et puis, tu listes dans les risques tous les... Et en fait, tous ces éléments de souveraineté de l'entreprise, parce qu'en fait, tu dépends de tout un paquet de gens, c'est toute ta liste des risques. Alors, assez souvent, tu te dis, il faudrait que qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire pour que ça se passe, sauf que là, depuis 3 ans, toute la liste de ces points-là a sauté. Et donc... si je faisais une image, moi, ça me rappelle un petit peu quand tu écoutais Isabelle raconter l'histoire de Made, c'est un peu l'histoire aussi d'Alcatel. Tu vois, à un moment donné, tu te dis, j'ai plus besoin des usines, il faut juste que je maîtrise mes clients, que je sois très réactif, que je leur amène le service. C'est pas faux. Et je suis le dernier maillon sur la chaîne de valeur, et parce que j'ai la maîtrise du client, je maîtriserai le reste. Oui, sauf qu'à un moment donné, il n'est pas dit que Made, à un moment donné, le Chinois invente l'équivalent du Made et tu le ramènes, et indépendment du prix et puis surtout, il te livre pas toi. Il te livre pas toi parce que, j'en sais rien, Habitat Exactement. Et lui garantit beaucoup plus de stabilité. Et donc on voit aujourd'hui plein de modèles, plein de boîtes qui sont dans cette ligne de la SWOT, dans le risque de toute ta chaîne de logistique. Quand tu vends des vélos, tu dépends de Shimano qui ne voulait pas vendre ses dérailleurs, donc tu n'avais pas de vélo à vendre malgré des clients, etc. Donc en fait, toute cette liste de risques qu'on a pendant des années considérée comme finalement accessoires, on les écrivait pour plaire aux investisseurs, parce qu'on avait fait l'exercice, mais enfin tout le monde s'en foutait un peu parce que la probabilité que ça arrive était tellement faible qu'on passait outre. Là, d'un seul coup, c'est le sapin de Noël, on les a toutes. Le pétrole qui sera, on l'a. La guerre, on l'a. Les chaînes logistiques, on l'a. La pandémie, on est tous coincés, on l'a. Le port de Shanghai fermé, on l'a. Voilà. Et puis là, maintenant, on a les taux d'intérêt. Quand tu fais ton LBO, je fais 1,5%, boum, 5, on l'a. Et donc, en fait, c'est ça qui est nouveau dans notre... et qui complexifie complètement... tous nos modèles économiques et puis nos façons de financer les boîtes. Je te donne la parole dans un instant, mais juste parce que tu as cité Lingli, c'est ça? Et dans Lingli. Mais l'entreprise. Oui, mais dans l'histoire Med.com, il y a aussi un serial entrepreneur. Il y a aussi, c'est-à-dire que ça a été fondé avec l'ancien de Last Minute. Voilà, c'est ça, le fondateur de lastminute.com. Jérôme, attends. En fait, moi, ça me rappelle un principe de business que j'aime bien rappeler, qui est qu'une excellente proposition de valeur exécutée de façon médiocre ne vaut rien, alors qu'une proposition de valeur moins bonne, mais qu'on exécute rigoureusement, vaut beaucoup. Tu vois, c'est-à-dire que... Mais là, voilà. Tu ne crois pas que ce soit la fin d'un modèle? Ce n'est pas une question d'exécution, parce que Med.com avait une exécution impeccable. Moi, je pense que si tu ne maîtrises pas tes chaînes d'approvisionnement, tes capacités de fabrication et d'approvisionnement, tu ne peux pas faire une boîte. Oui, mais donc, voilà, c'est la fin des plateformes. Exactement. Et donc, il y a un moment où tu intègres tes capacités de fabrication. Et comme on est dans un monde démondialisé ou qui se démondialise en partie pour des raisons de coûts de transport, de risques géopolitiques, etc., alors il y aura peut-être un modèle nouveau qui va émerger, puisqu'on a désormais des capacités de fabrication déportées locales, permettent d'éviter les coûts de transport, on peut utiliser des imprimantes 3D sur plein de trucs, etc. Donc je n'exclus pas que le modèle d'après soit plutôt des capacités de fabrication implantées près du consommateur, avec des donneurs d'ordre qui ont les clients et qui vont exploiter ces capacités de fabrication, peut-être mutualisées, peut-être intégrées, dépendant du risque que tu as dans ta capacité à livrer les clients et de la dépendance fournisseur que tu veux avoir, quoi. Et je rajouterais, c'est l'agilité de passer d'un modèle à l'autre, qui est absolument clé. Et là, ce qui est... C'est-à-dire l'agilité de passer l'agilité, en fait, c'est ça, la capacité d'acheter de manière cohérente au bon moment. Ouais. C'est-à-dire que acheter en Chine, alors Ningli est chinois, acheter en Chine, c'est quand même extrêmement compliqué. Et au-delà du fait qu'effectivement les Chinois sont d'excellents commerçants, donc ils négocient extrêmement bien, mais il y a cette capacité à se dire, voilà, je crée des meubles, est-ce que je ne dois pas les faire aussi en Europe du Nord, en Europe de l'Est, etc., etc. Et donc en fonction des évolutions des tendances et des problématiques du prix de l'énergie, etc., c'est cette capacité à avoir une agilité sur les sourcings, ce que tu évoquais tout à l'heure. Bien. Je vais rajouter quand même dans ce cas-là, rapide, il y a un petit coup bulle financière aussi. Il y a un petit coup, tu vois, clignotant avec tous les investisseurs qui sont oui, ça a été, bien sûr, du siècle, etc. Avec enfin, tu vois, quand tu prends le truc froidement, là pour le coup, les facteurs de risque,
tu les regardes, je ne sais pas si tu y vas comme tu y Jérôme, allais en 2000 au moment de la bulle. Je plaide coupable, mais il y a 5 ans, c'était génial. On trouvait tout ça absolument génial. Ah bah oui. Et pour le coup, l'exécution était impeccable. Et c'est ça qui avait fait la force de Med.com. Alors, le front office, l'exécution, et c'est la même chose pour MyFab, était absolument magnifique. C'est-à-dire que le site était magnifique, les options étaient magnifiques. Mais en fait, ce que les clients ne voyaient pas, c'était le back-office. Et là, clairement, c'est... Il ne faut jamais voir le back-office. Et puis, tiens, ça me permet de rendre hommage. Tiens, je ne sais pas où il en est. Je vais le réinviter à un entrepreneur français formidable qui a fait le Med.com français, mais, comme tu le dis, Isabelle, en fabriquant en France et au maximum, on va dire, en Europe. Et donc, c'est Mobibam. Formidable boîte, j'espère encore. Il y a 1 an et demi, 2 ans que je ne sais plus où il en est. Mais voilà, il y a des histoires parallèles qui se sont montées. Bon, on a fait le tour. On reparlera de retail média. On en a déjà parlé ensemble, Isabelle. Mais c'est vrai que Carrefour qui lance une joint venture avec Publicis sur le retail. Oui, c'est intéressant aussi. Ouais, ça, c'est extraordinairement intéressant. Bon, bah, parlons-en. On a vachement envie d'en parler. Voilà. Non, j'avais envie de faire un peu de politique, mais allons-y. C'est pas du tout mon secteur d'activité. Non, mais attends, il faut juste que je donne l'info. Ouais. Donc, il y a eu le plan stratégique de Carrefour, très intéressant. Vous avez vu dans l'ensemble des déclarations de Bompard, ce qui a été remis à la une, évidemment, ce qui est à la une, c'est le hard discount. C'est l'idée qui va lancer donc en France. Et là où il le peut, en Europe, sa marque de super hard discount brésilienne, là, dont je ne connais plus le nom. C'est aussi l'idée qu'au moins 40% des produits vendus, c'est 40% des produits ou 40% de la valeur, je ne sais plus. Allez, on va dire, en tout cas, une masse très importante de produits seront de marque Carrefour. Et puis il y a, alors, ce qui est le truc qui, moi, m'intéresse beaucoup, la création d'une joint venture avec Publicis pour faire ce qui s'appelle du retail média. Ça veut dire que le site de Carrefour, hein, c'est ça, Isabelle, Absolument. devient un média Absolument. sur lequel on va vendre de la pub. Absolument. Mais en fait, le support est nouveau, mais on ne réinvente rien. C'est-à-dire que le retail média n'est pas autre chose que de vendre de l'espace publicitaire comme une tête de gondole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients achètent sur Internet. Et donc, on vend des espaces exactement comme une tête de gondole dans un supermarché à des marques pour valoriser des produits. Et ce qui est intéressant aussi, c'est cette JV avec Publicis. Et en fait, Publicis n'en est pas à sa première JV. Publicis a fait depuis de nombreuses années des JV, alors certaines existent encore, d'autres n'existent plus, avec des médias. Donc Publicis avait la JV en JV avec la régie de Libération et du Monde. Il participait aussi à la vente de la publicité dans le cinéma. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un univers qui est un univers avec des supports différents sur des usages qui restent des usages de la vie quotidienne, mais effectivement formalisés sur Internet, mais que les fondamentaux sont toujours les mêmes. D'accord, mais avec une audience... Moi, quand j'ai commencé le journalisme, le premier cours à l'école de journalisme, 1986, ça ne rajeunit pas, on disait « Les gars, vous allez tous vous calmer, parce que le canard le plus lu de France, c'est le prospectus de Carrefour. » Et je pense qu'avec aujourd'hui, à l'heure d'Internet, ça reste des audiences qui sont des audiences considérables, non, Isabelle ? Absolument, oui. Enfin, il y a quand même Twitter qui fait 250 millions de visiteurs tous les jours. On en parlait tout à l'heure. Et après, le nombre de clients chaque semaine chez Carrefour, j'ai plus le chiffre en tête, mais effectivement, c'est des chiffres importants. Mais les ressorts sont les mêmes. Ouais, je comprends. Quand vous achetez une tête de gondole sur tous les rayons de tous les carrefours de France et ou de tous les carrefours du monde, ça a effectivement un prix et c'est des négociations qui existent depuis que Carrefour Mais existe. ça veut dire, je vous donne la parole, mais juste question rapide, ça veut dire que le retail média reste forcément lié à ce qu'il y a dans le magasin. Pour préciser ma question, tu peux pas avoir en retail média, j'en sais rien moi, de la pub pour le dernier film qui vient de sortir. Alors, ça c'est un bon point. Je pense qu'effectivement, il va y avoir une partie de l'espace qui va être proposée à du hors captif. Mais c'est ce que commencent déjà à faire les centres commerciaux. Quand vous entrez dans un centre commercial, vous avez ce qu'on appelle des pop-up stores. C'est vrai. Et vous avez des voitures, et vous avez des sites internet, etc. Et des ventes de coques de smartphones. Et des ventes de coques. Donc en fait, vous avez aujourd'hui les clients, les consommateurs répartissent leur temps entre un univers internet et un univers physique, mais les modèles économiques, finalement, sont toujours un peu les mêmes. Ouais.
Vas-y, Jérôme. Moi, ce qui me fascine dans cette affaire-là, c'est qu'en fait, il y a quand même de la donnée client. Tu vois, tu as une donnée client et tu vas exploiter cette donnée client au maximum en la commercialisant. C'est ça que tu fais quand tu vends de la pub, ou de l'espace. Et ce qui est... quand tu regardes, Amazon a sa propre régie. Et donc, que Carrefour fasse sa régie me semble absolument légitime. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est l'angle Publicis. Parce que toi, tu es spécialiste, tu es agence de publicité, si tu veux. Tu fais de la réclame, tu vois, c'est ça ton métier historique. Bon. Et puis tu vois des retailers ou des endroits de commerce virtuels ou physiques qui deviennent monstrueux et qui ont, parce qu'ils sont devenus monstrueux, la capacité à devenir une régie. Donc, à te bouffer ton métier, à te faire disparaître, à développer le savoir-faire et les compétences. À te bouffer ton métier, je ne sais pas, parce que l'achat d'espace, c'est un métier quand même. Oui, il y a plein de choses. Mais ton intérêt, c'est évidemment d'accompagner le mouvement en partenariat, faire valoir les savoir-faire de chacun, etc. Sinon, tu risques de voir ton marché s'atrophier. Et on est quand même en train de parler de 2 poids lourds de la côte. Et donc, c'est extrêmement puissant et remarquable à voir. Tu vois. Nicolas ? Moi, je trouve que c'est intéressant que, pour une fois, un groupe français ne cherche pas à faire le truc par lui-même, mais s'associe avec des gens dont c'est le métier. Parce qu'on a fait quand même tellement fois la boulette en France de tout faire par soi-même, et en plus sur des métiers nouveaux qui sont toujours un petit peu sexy. Et là, Publicis, c'est bien parce que ça répond à la fois à la dimension internationale et la pluralité du trafic. Puisqu'en fait, dans le jargon, on dit monétiser le trafic. Et là, on a du trafic digital, mais il y a le trafic physique aussi de tous les magasins, il y a le trafic des prospectus. Donc c'est du multi-support, du multi-format, et puis Carrefour, c'est une boîte mondiale, donc c'est au Brésil, en France, c'est dans pas mal de trucs, donc en plus, Publicis est capable de les accompagner mondialement. Et c'est, à mon avis, un nice move, parce que ça va leur faire gagner beaucoup de temps, ou en tous les cas, l'opportunité d'éviter un max de bêtises. Encore un mot, Isabelle ? Oui, je pense qu'il y a une chose que ça change. C'est la relation entre la marque de consommation et le distributeur. Jusqu'à présent, c'était la marque conso qui, en général, avait les experts du marketing. La marque conso, c'est-à-dire Danone. La marque conso, Danone. L'Oréal, qui mettait en place les études pour comprendre les nouveaux trends et qui allait expliquer ces nouveaux trends aux commerçants. Je comprends. Aujourd'hui, la révolution qui est en train de se passer, c'est que c'est le commerçant qui a la donnée et qui, par l'analyse de cette donnée, va déterminer les nouveaux trends. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est oui, les espaces sont les mêmes, oui, les JV, c'est les mêmes parce que Publicis se vendait l'espace de Libération, etc. Maintenant, il va vendre l'espace de Carrefour, très bien. Sauf qu'effectivement, ce qui change, c'est l'accès à la donnée et dans l'univers, justement, de la distribution, le fait que les distributeurs vont devenir des instituts d'études ou en tous les cas vont pouvoir vendre à Danone et L'Oréal les nouvelles tendances parce qu'ils les auront en direct dans le panier de la ménagère. Déjà en faire le principal concurrent, parce que 40% des marques sont les marques de Carrefour. En plus. Ça, c'est un truc de dingue, ça. Voilà. Tiens, garde Nicolas, qu'est-ce qui t'intéresse? Parce que là, je me suis fait complètement déborder, mais c'était passionnant. Dividendes salariés, tout ça, ça t'intéresse là? Alors vas-y. je vois le regard qui se ferme un peu là. Non, le sujet repart, rebondit. Donc oui, on en a pas mal parlé hier, l'ensemble des partenaires sociaux autour de la table, etc., y compris la CGT d'ailleurs. Non, mais en fait, moi, tout de suite, c'est déjà le dividende salarié. J'ai un problème avec le mot dividende, parce que le dividende, c'est quand même la rémunération de l'actionnaire qui a pris un risque, qui a pris le risque de tout perdre en investissant dans une société. Donc là, le dividende salarié pour un salarié qui ne va rien perdre, qui n'est pas un risque, je trouve que le mot, déjà, est très sympa, mais il est totalement non approprié. Alors après qu'on ait besoin de créer une forme de réciprocité, parce qu'à l'heure de l'inflation, etc., il y a des grands groupes qui gagnent de l'argent. Alors déjà, toutes les boîtes ne sont pas totales, mais pourquoi pas? Mais il y a déjà des outils qui sont en place. Ça s'appelle l'intéressement, ça s'appelle la participation. Et quand les résultats sont bons, les salariés touchent, sans prendre de risque, une part supplémentaire qui est la participation. Alors après, pour les associer encore plus à la création de valeur, il y a aussi des outils qui sont en place. Ça s'appelle
des actions gratuites, c'est l'actionnariat salarié, donc on peut incentiver ses salariés, partager de la valeur, sans qu'ils prennent de risques à nouveau, et ces outils sont en place. Voilà. Alors, je ne vois pas bien pourquoi on repart avec ce nouvel outil, alors qu'on a des outils qui sont en place, avec le risque de faire un panier, on parle de moins de 50 salariés, plus de 50, enfin, mettre les petites boîtes là-dedans, ça va être un enfer. C'est le but du jeu. Hein. Oui, mais ça va être un enfer. Ça, c'est le métier de Jérôme, il va nous en parler. C'est pour ça que moi, ça t'inquiète un peu. Un point d'alerte là-dessus. Il y a un deuxième point d'alerte, c'est comment ça se passe dans les groupes, parce qu'on fait quand même remonter les dividendes à droite et à gauche, donc est-ce que c'est concerné, c'est pas concerné. Donc je suis un tout petit peu inquiet par l'effet d'annonce, parce qu'on aime beaucoup les effets d'annonce en ce moment, pour arriver à montrer qu'on prend bien en compte le stress des salariés, le besoin de rémunération, le besoin de partage, qui sont des beaux mots, alors qu'il y a déjà plein de choses qui sont en place. Donc faire un effet d'annonce avec des effets de bord colossaux sur des petites boîtes, sur des groupes et ainsi de suite, pour faire un truc qui est un truc de plus. Et au final, on aimerait plutôt des positions de croissance plus, etc. Mais on aimerait bien plutôt une forme de simplification plutôt qu'un outil en plus. Je ne vous citerai pas la formule de la participation parce qu'elle est quand même sévèrement complexe, mais déjà si on pouvait la simplifier, ce serait pas mal. Et de venir à des choses qui soient plus simples, plus compréhensibles. Et parce qu'elles seraient plus compréhensibles, d'ailleurs, on ne chercherait pas à en inventer des nouvelles. Jérôme, comme c'est ton métier, enfin ça a été ton métier pendant 25 ans avec beaucoup de succès. Non, on peut. Il faut. Oui. Ma question, en fait, elle est précise. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de moderniser, puisque c'est ça la feuille de route des partenaires sociaux, de moderniser ces outils? Alors, il y a deux besoins. D'accord ? Il y a un besoin de transformer la formule de participation parce qu'elle ne correspond plus à la réalité de la création de valeur des boîtes. Je peux te prouver, compte à l'appui, qu'une boîte qui ne crée pas de valeur économique peut se retrouver à distribuer de la participation et qu'une boîte qui en crée peut se retrouver à ne pas distribuer de participation. D'accord. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail technique de la formule, etc. Et à chaque fois qu'on essaye, parce que j'ai dû faire 4 campagnes de lobbying sur le sujet, à chaque fois, les mecs, ils commencent à faire des calculs d'apothicaire, ils disent il y a des gagnants, des perdants, on ne va pas y arriver. C'est la formule qui date de De Gaulle, quand même. C'est la formule qui date de De Gaulle. C'est la formule qui date de... elle a un problème. Formule en noir et blanc, quand même. Absolument. Donc, il faut passer à une nouvelle formule qui correspond à la création de valeur économique réelle des boîtes, et ensuite il faut organiser une période de transition. Tu fais ancienne formule cette année, 80% de l'ancienne formule, 20% de la nouvelle l'année prochaine, et puis tu fais la transition comme ça sur 5 ans, et puis les boîtes s'ajusteront, les modèles économiques s'ajusteront, les discussions des accords d'entreprise s'ajusteront. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a toujours un sujet, en dépit de tous nos efforts depuis toutes ces années, sur le saut quantique de faire passer les TPE et PME à des systèmes de partage de la valeur. Et là, on s'y prend comme des manches. Voilà. Pourquoi ? Parce que les mots ont un sens. Je suis tellement d'accord avec Nicolas. Le dividende n'a rien à voir avec la création de valeur. Ça va pas. C'est pas parce que je distribue des dividendes que je dois partager la valeur. L'actionnaire, il est rémunéré de son risque par l'accroissement de la valeur patrimoniale de l'action et ou par du dividende, ce qui revient au même, parce que quand tu sors du dividende, tu sors du cash, donc tu diminues la valeur de la boîte. Donc ça n'a aucun sens. Donc lier ça au dividende, et c'est complètement anti-pédagogique, anti-économique. On a déjà des Français qui comprennent pas comment fonctionne un bilan et un compte d'exploitation. Ça aggrave le cas. Voilà. Donc ensuite, c'est comment on fait pour faire passer les petites boîtes. Et là, c'est un jeu de pouvoir. C'est sain de le faire en ce moment parce que c'est des mécanismes par nature variables. Donc ça veut dire que tu n'es pas en train de te stratifier des coûts fixes que des augmentations de salaire. Donc ça protège quand même la pérennité de nos boîtes, notre économie, leur capacité à passer les cycles. Hein. Et donc là, soit tu dis, je baisse le seuil d'assujettissement à la participation obligatoire. Je passe de 50 à X. Tu mets où tu veux, 20, 30, 10, j'en sais rien. Hein. Tu crées un nouvel effet de seuil, mais au moins tu as amélioré le truc, à condition que tu aies changé la formule, pour que ça corresponde vraiment à la réalité de la création de valeur. Soit tu dis, obligation de mettre de l'intéressement, mais montant libre. Et là, les boîtes qui ont les moyens, elles vont le faire. Les boîtes qui n'ont pas les moyens, elles ne vont pas le faire. Et puis les patrons qui ont les moyens, puis qui vont regarder leurs salariés en face en disant, on gagne de l'argent, je suis obligé de le mettre, mais en fait, je vais mettre un truc qui exprès ne distribue pas. Il faut qu'ils assument leur truc de management. Jérôme, enfin, tu le sais mieux que moi, tu les connais, les petits patrons. C'est déjà ce qui se passe. C'est-à-dire, tu as déjà tellement de mécanismes, comme le disait Nicolas. Mais aujourd'hui, un truc nouveau. T'as pas mais aujourd'hui, tu te regardes la petite TPE qui finalement a dégagé 10 000 balles de plus de résultats et qui réunit ses 4 gars et qui dit on va se le partager. Et elle fait un système de primes, en plus maintenant largement défiscalisé grâce à la prime Macron. Et emballer, c'est peser, quoi. Enfin, t'as pas besoin de. Et en plus, il faut rester. Voilà, on a une boîte à outils qui est remarquable. D'accord. Là-dedans, les patrons peuvent trouver absolument ce qu'ils veulent. Bon, il y a des choses à améliorer
à la marge. Le gros truc, c'est quand même cette formule de participation, ça c'est pas à la marge. Ouais, tout à fait. Et puis ensuite, tu peux discuter d'obligation, de pas obligation, du niveau de coercition, etc. Mais de toute façon, la boîte à outils, elle est là. Donc, je pense que c'est effectivement un coup de com' ou un coup politique qui est, je trouve, pas terrible et qui effectivement tend à dire les actionnaires, les employés vont être des actionnaires. Cette espèce de mélange, en tous les cas, vont toucher des dividendes. Tu sais, ce mot de dividende, il reste stigmatisé depuis des décennies dans notre pays. Et donc, à un moment, il faut essayer de... oui, voilà, si l'argent était volé. Mais c'est le Graal... Comme si l'argent était volé, c'est exact. C'est le Graal ultime du débat du siècle dernier contre le capitalisme. Je vais aussi, moi aussi, avoir le droit aux dividendes. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Enfin, d'abord, achète des actions, tu auras droit aux dividendes. Voilà. Le capitalisme est ouvert à tout le monde. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui... Et ça, c'est malheureusement le manque de pédagogie, c'est ce qu'est la vie de l'entreprise. Il y a un risque à prendre. Il y a quelqu'un qui, à un moment donné, va prendre de l'argent de son livret A, va le mettre dans une entreprise avec le risque de le perdre. Alors, on le voit d'ailleurs quand il y a des LBO, convaincre les salariés de sortir quelques euros pour acheter des actions qui, en général, ont des effets de levier, donc il y a un potentiel d'enrichissement certain. Il y a une frange importante de la population qui ne comprend pas bien ce que c'est l'action et qui n'a pas envie de prendre le risque. Mais c'est introduire cette notion de risque est essentiel et la lier au monde, la notion du dividende. Parce qu'à la fin, on se dit, toutes les boîtes sont comme Total, elles gagnent plein d'argent, il y a le dividende, j'ai le droit au dividende, mais tout le monde oublie que la création de richesse, elle se fait à un moment donné par la création de richesse. Est-ce que, question technique, Jérôme, parce que je pense à un truc, il se trouve que j'ai été actionnaire, moi, d'une entreprise dont j'étais salarié. Ouais. C'est vrai que tu ne vois pas, donc tu es dans un dispositif qui est géré, en l'occurrence, c'était géré par une banque, tu ne vois pas le dividende. J'ai aucun doute sur le fait qu'on en bénéficiait, mais en termes de pédagogie, oui, mais en termes de pédagogie, si au moment du détachement du coupon, j'avais... Je comprends bien ce que tu dis. Alors, je t'explique. Donc, ça se passe généralement dans un fonds commun de placement d'entreprise dédié, investi en actions d'entreprise dans ton plan d'épargne. D'accord ? Et on s'est battu pendant des années pour arrêter la connerie qui a été faite en 2005, qui était obligation de créer une part de distribution qui fait que le dividende sortait du fonds pour tomber dans la poche des gens. Pourquoi ? Parce que quand tu te retrouves avec 2 000 € ou 3 000 € dans ta boîte, ce qui est déjà beaucoup pour un ouvrier, un employé, même s'il a bénéficié d'abondement des cotes qui lui font un parachute et qui minimisent son risque. Tu vas te retrouver avec quelques dizaines d'euros de dividendes dans le meilleur des cas. Ça coûte 40 € de coopératoire de le verser. Et en plus, il est taxé. Alors que quand il capitalise dans le fonds, en augmentant je comprends, la valeur, mais une simple ligne qui me dirait que le dividende est là. Non, mais attends, en com, quand chez RS, on fait un fonds d'actionnariat salarié non coté, d'accord, et qu'il y a du dividende, dans la com qu'on anime avec la boîte, son management, pour rendre compte aux actionnaires salariés de comment ça se passe sur la valeur, etc., on parle du dividende. T'indiques le dividende. On en donne le montant, évidemment. Et on dit quelle est la part du dividende dans l'augmentation de la valeur de la part. Voilà. Je pense que ça, en l'occurrence, c'était pas fait dans mon entreprise et c'est dommage. D'accord. Bon, voilà. On a fait le tour. Juste, on est au bout d'ailleurs. Non, il y a un truc qui m'a intéressé, mais peut-être Jérôme t'aura un avis, mais changement sur la feuille d'impôt. Donc, visiblement, c'est un amendement là, présenté en loi de finances. Tout le monde est d'accord, y compris Bercy. Et donc, le Trésor ne se contentera plus de faire figurer le taux moyen, ce qui est le cas aujourd'hui, mais indiquera les différents taux marginaux. Je ne les ai pas en tête. Donc voilà, vous êtes taxé à 11% sur telle part de votre revenu, 11, 20, 30, 42, 45, non, c'est ça ? 41, 45. 41, 45, j'étais pas loin quand même. Voilà. Je trouve ça très intéressant. C'est de la com. Ça va nous faire de l'optimisation fiscale aussi. Ouais. Tu vois Non, mais déjà, c'est bien de comprendre comment ils ont ça. Mais bien sûr. Ouais. Et entre 20 et 30%, tu as moyen de réfléchir à la façon dont tu es taxé, dont tu peux utiliser ton argent. Ils auraient dû ajouter aussi d'ajouter une lettre avec le gouvernement qui remercie chaque contribuable de soutenir l'effort national et de contribuer. Mais on l'a eu, ça, tu sais. Oui, mais on l'a plus. Là. Ah, on l'a plus ? Oui, c'est vrai, mais on l'a eu. On a quand même toujours le camembert qui dit où va la dépense publique. On a le camembert qui dit où va la dépense publique. Simplement, on oublie de mettre, on te donne le camembert tu vois, où va ton impôt, etc. Mais on oublie de te mettre qu'est-ce qui n'est pas financé par l'impôt et qui crève le déficit public. Et puis, qu'est-ce qui est front office, back office ? Ce serait bien aussi, ça. Ouais. Voilà. Merci, chers amis. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Alors, Nicolas, en fait, ça me faisait penser quand tu faisais la liste des risques. En fait, demain, on va faire une émission que là-dessus. Autour de... comment est-ce qu'on va dire ça
piloter dans un monde totalement fractionné et complexe. Notamment, on va parler analyse de la data, etc. Et il y a un entrepreneur français en ce moment qui dit il nous faut un Palantir à l'européenne, tu vois, la gestion des masses de données. Comment est-ce que l'entrepreneur doit devenir d'une certaine manière diplomate pour gérer aussi l'ensemble des risques qui l'entourent. Voilà. On va parler de tout ça, donc ça tombe très bien. Ce sera demain. Mon stock tampon de sécurité. Ce sera demain et donc j'espère que vous suivrez ça avec beaucoup de plaisir. À demain.